Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers et aujourd'hui nous sommes mardi le 6 février 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 200 du podcast. Donc pour le 200e épisode, je voulais prendre le temps de remercier tous ceux qui suivent le podcast depuis longtemps, que ça fasse 6 mois, 1 an ou depuis le début du podcast en 2019. Je voulais également remercier tous ceux qui ont laissé un 5 étoiles, un commentaire, un review sur Spotify ou Apple Podcasts. Bref, je suis vraiment privilégié d'avoir des auditeurs qui partagent ma passion pour l'investissement, la finance, l'entrepreneuriat. Et comme je vous dis, je vous remercie pour votre feedback. Je reçois beaucoup de commentaires positifs, des suggestions, tout ça. C'est vraiment le retour, en fait, le feedback que je reçois qui me pousse à être constant puis à continuer de deliver un nouvel épisode à chaque mardi, à chaque semaine. Donc, tout ça pour dire un gros merci à toutes vous autres. Et deuxièmement, je voulais aussi vous partager quelque chose qui est plus un accomplissement personnel. En fait, j'en avais glissé un mot au courant de l'année passée. Je vous avais dit que je comptais écrire un livre. Ben là, officiellement, je peux vous dire que le manuscrit a été rédigé au complet l'année passée. J'ai également signé un contrat avec une maison d'édition et là, mon livre va sortir dans les librairies comme Renaud-Bré et compagnie au début du mois d'avril 2024. Pour le moment, je peux pas vous en dire plus, c'est-à-dire que mon éditeur préfère qu'on conserve la plupart des éléments confidentiels tant que c'est pas finalisé puis envoyé à l'impression. Ça va être en février. Donc, dans les prochaines semaines, je vais être en mesure de vous donner plus de détails sur mon livre. Ça concerne quoi, c'est quoi le titre, où que vous pouvez vous le procurer, comment l'acheter en pré-vente, etc. Mais bref, je voulais vous partager ça parce que écrire un livre, ça fait longtemps que j'avais ça en tête et là, ça va se concrétiser dans les prochains mois. Sinon, pour l'épisode d'aujourd'hui, premièrement, je vais revenir sur les marchés boursiers américains. Donc, récemment, on a connu un all-time high du côté du S&P 500. Mais en fait, je vais revenir un peu sur qu'est-ce qui se passe du point de vue des investisseurs versus pour les travailleurs, c'est-à-dire sur le marché du travail et également sur l'anticipation vis-à-vis la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Donc, je vais commencer tout de suite avec les marchés US. Donc, hier, tous les indices boursiers ont commencé la journée fortement dans le négatif, mais tu sais, au courant justement de la journée, les indices ont remonté, ça a clôturé à peine dans le rouge. Ce matin, ça semble être un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est dans le vert, c'est dans le rouge, c'est assez incertain. Mais reste que la semaine passée, l'indice S&P 500 il a atteint un nouveau sommet record qui est autour de 4950 points. Et par le fait même, une action qui fait partie de mon portefeuille depuis le crash de 2020, elle aussi, elle a monté en flèche vendredi passé. Et là, je parle ici de Meta, anciennement Facebook. On peut voir que le prix des actions de Meta a grimpé de 20% suite au dévoilement de leurs résultats financiers. Et en une seule journée, Meta a rajouté 200 milliards de dollars à sa capitalisation boursière, donc son market cap. Et ça représente le plus gros gain journalier dans toute l'histoire des marchés américains. Et je vous rappelle également que le prix des actions de Meta il était à 90$ US en novembre 2022. Et là, en date d'aujourd'hui, l'action est autour de 460$, ce qui correspond à une augmentation de plus de 400%. Donc, c'est vraiment une forte remontée pour les actions de Meta. Encore une fois, je pense que ça démontre bien l'intérêt d'être capable de survivre aux périodes de volatilité, aux périodes de baisse importante, c'est-à-dire de rester actionnaire tant que la thèse d'investissement fait encore du sens. Comme on peut le voir avec Meta, avec la remontée de 90$ US en novembre versus aujourd'hui à 460$, clairement, c'est payant de toffer la période de volatilité. Et cette remontée-là, en fait, elle s'explique entre autres avec une hausse de 25% du côté des revenus. Et ça, c'est par rapport au même trimestre l'année passée. En termes de chiffres, on parle de
40 milliards de dollars de revenus pour le 4e trimestre de 2023. Donc, juste ça, c'est incroyable. Mais en plus, il y a eu une autre annonce importante de la part de Meta, et c'est que l'entreprise verse maintenant un dividende à ses actionnaires. On s'entend, c'est pas grand-chose. Là. On parle d'un dividende trimestriel de 50 cents par action. Fait que c'est sûr, ça fait pas un super rendement des dividendes, mais l'idée est que l'entreprise commence à redistribuer une petite partie de ses bénéfices à ses actionnaires. Donc, on peut comprendre que Meta a fortement contribué à la remontée des indices boursiers américains au courant de la dernière année. Par contre, malgré justement l'explosion à la hausse sur les marchés boursiers américains depuis quelques mois, il y a un aspect qui semble négligé de la part des investisseurs. Et en fait, je vais mettre le doigt dessus, c'est le marché du travail. Parce qu'il faut savoir que pour la plupart des grandes entreprises aux États-Unis, on peut constater que présentement, il y a un effort considérable pour la diminution des coûts. Et malheureusement, ça se reflète dans des mises à pied. Et quand je dis malheureusement, c'est pour les employés, parce que du côté des investisseurs, les congédiements, c'est généralement bien perçu, dans le sens qu'on vient réduire les dépenses en main-d'œuvre, ce qui devrait théoriquement aider du côté de la profitabilité, c'est-à-dire du côté du bénéfice par action. Mais mon point par rapport à ça, c'est que les sociétés cotées en bourse, c'est une chose, et le marché de l'emploi, c'en est une autre, dans le sens que depuis le début de 2023, on entend parler de licenciements majeurs. Tout récemment, on peut penser à Microsoft qui coupe 1900 postes chez Activision Blizzard et dans sa division Xbox. Il y a aussi Snapchat, Salesforce et PayPal qui ont récemment annoncé des suppressions d'emplois. Donc, pour les entreprises, l'objectif de ça, c'est on cherche à améliorer la picture financière. Tu sais, c'est stratégique de le faire et ça fait aussi du sens. Par contre, de l'autre côté des coupures, il y a des personnes qui se retrouvent sans emploi et que là, ils vont devoir se retrouver une autre job dans un contexte où les entreprises, ils cherchent justement à réduire leurs coûts. Donc, ça se peut que ça soit pas mal plus difficile de se trouver une job et également de retrouver une job avec un salaire équivalent. Et pour illustrer un peu le phénomène, on peut regarder ce qui s'est passé avec UPS, qui est la compagnie de livraison. Il y a à peu près 6 mois, le syndicat des employés d'UPS, il annonçait qu'il avait réussi à conclure une entente sur 5 ans pour que les conducteurs atteignent un revenu de 170 000 par année, incluant le salaire et les avantages. Et là, tout le monde capotait. Les employés du PS étaient super contents que le deal ait passé avec le syndicat. Sauf que là, 6 mois plus tard, UPS annonce la suppression de 12 000 emplois. Encore une fois, le raisonnement derrière ça, c'est pas trop compliqué à comprendre. Avec l'entente du syndicat concernant la hausse des salaires, UPS, il regarde la masse salariale, il fait des projections, puis là, il se dit que pour conserver sa marge bénéficiaire, pour conserver une marge de profit qui a de l'allure, ils n'ont pas le choix de faire des congédiements. Et c'est ça qui est moche parce que souvent, les employés et les syndicats, ils se concentrent uniquement sur le salaire, augmenter les salaires, augmenter les payes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une compagnie au-dessus d'eux autres qui a des comptes à rendre à des actionnaires. Bref, du côté du PS, le prix des actions est passé d'environ 160 $ US à tout près de 140 $. Il faut savoir que les actions du PS sont en déclin depuis pratiquement 2 ans. Parce que je vous rappelle qu'en février 2022, UPS était à 230 $ US par action. Et là, si on regarde le prix actuel, ça représente une chute d'à peu près 35%. D'ailleurs, petite annonce, hier, après avoir fait le tour des états financiers de l'entreprise, analyser la santé financière, fait des comparatifs avec des compétiteurs dans la même industrie, hier, j'ai décidé d'acheter des actions d'UPS à 139,50.
Évidemment, c'est une nouvelle position à l'intérieur de mon portefeuille et l'achat d'UPS, c'est dans l'optique d'un investissement à long terme. Et une deuxième annonce, j'ai effectué un autre achat ce matin. C'est rare que j'achète 2 achats en 2 jours, mais là, j'ai acheté des actions de la société pharmaceutique Bristol Myers Squibb, symbole BMY. J'ai acheté ça au prix de 47,90$ par action. Et à ce prix-là, encore le même raisonnement qu'avec UPS, l'entreprise me semble sous-évaluée par le marché. Donc, comme je vous dis, moi, je me base toujours sur la même approche, c'est-à-dire que je calcule la valeur intrinsèque de l'entreprise, les calculs avec les projections des cash flows, tout ça, et quand le prix de l'action d'une compagnie passe en dessous de cette valeur-là, ben, je suis acheteur. Donc, ça a été le cas pour UPS et Bristol Myers Squibb, qui sont mes 2 plus récents achats pour mon portefeuille. Tout ça pour dire que malgré le sommet record du S&P 500 qu'on a atteint la semaine passée, on n'est pas dans un boom économique du point de vue du marché de l'emploi. T'sais, le taux de chômage risque d'augmenter, des chômeurs, évidemment, ça dépense moins, et comme vous le savez, le moteur de l'économie, c'est la consommation des particuliers. Je l'ai souvent dit, aux États-Unis, environ 70% du produit intérieur brut, donc 70% du PIB, ça provient directement des dépenses des consommateurs. Donc, c'est quand les consommateurs commencent à serrer la ceinture que là, l'économie commence à se contracter. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Le PIB aux États-Unis, il affiche une croissance de 3,3% au dernier trimestre de 2023. Par contre, on s'entend, le taux d'épargne, il est au plancher et l'endettement sur les cartes de crédit, il atteint des records. Donc, on peut en déduire que les consommateurs, ils financent leurs achats avec de la dette. Mais reste que, présentement, les consommateurs continuent de dépenser, ça dépense encore pas mal, et c'est seulement quand le taux de chômage va atteindre un niveau critique que là, la consommation risque de chuter. Et c'est là que les États-Unis pourraient connaître un ralentissement économique. Mais pour le moment, on ne voit encore aucun signe qui pointe dans cette direction-là. Et la dernière chose que je voulais mettre de l'avant aujourd'hui, c'est qu'il y a une grosse portion de l'optimisme puis de l'enthousiasme des investisseurs qui vient des attentes vis-à-vis la baisse du taux directeur aux États-Unis. Le marché anticipe une réduction significative des taux d'intérêt et, conséquemment à ça, ça se reflète dans le prix des actions, particulièrement si on regarde l'indice Nasdaq qui a une forte concentration dans le secteur technologique. La problématique en ce moment, c'est que si on se fie aux données économiques aux États-Unis, l'économie américaine est encore, du moins elle semble encore très robuste, et c'est ça qui fait que ça donne aucun incitatif à Jérôme Powell, qui est le chairman de la Fed, de descendre le taux directeur. La Réserve fédérale a littéralement aucune raison économique de baisser les taux d'intérêt, et en plus, un scénario que tout le monde semble mettre de côté, c'est une remontée du taux d'inflation. On dirait que le consensus, c'est que l'inflation, c'est done deal, c'est terminé. On a monté les taux d'intérêt pendant 2 ans et là, on a tout réglé le problème. Mais dans ma tête, c'est pas vraiment le cas. T'sais, la dette publique des États-Unis et du Canada d'ailleurs, c'est rendu astronomique. On constate une augmentation encore soutenue des salaires. La consommation, elle ne semble pas ralentir. Donc, pour moi, tout ça m'indique que l'inflation devrait continuer de persister. Donc, ma conclusion de mon côté, c'est que, premièrement, il est très improbable que la Fed annonce une baisse du taux directeur en mars, donc à sa prochaine rencontre. Et deuxièmement, c'est, tant qu'à moi, très possible que les taux d'intérêt aux États-Unis demeurent autour des niveaux actuels beaucoup plus longtemps que
la majorité des investisseurs anticipent. Je pense qu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui se mettent la tête dans le sable et qui sont convaincus que les taux d'intérêt, ils ont comme pas le choix de redescendre. T'sais, en même temps, c'est un peu normal parce que après plus de 10 ans avec des taux d'intérêt au plancher, on est comme conditionné à toujours pouvoir emprunter à un faible coût. T'sais, les consommateurs et les entreprises sont rendus habitués au cheap money. Et là, actuellement, on tombe dans une phase de manque. C'est comme des junkies addicts à de l'argent facile. C'est comme si les investisseurs ils écartaient complètement la possibilité que les taux d'intérêt restent élevés. Et là, ils attendent comme impatiemment un retour à la normale. Mais de mon côté, je pense que cette année et peut-être les prochaines années à venir, ça va redéfinir ce qui est la normalité en termes de taux d'intérêt et de coût d'emprunt. Je pense qu'il y a une bonne possibilité qu'au courant de l'année, lorsque le marché se rende compte que, oups, c'est fort probable que la Fed ne touche pas au taux d'intérêt ou réduise le taux directeur beaucoup moins que ce qu'il avait prévu, à ce moment-là, je pense qu'il pourrait y avoir une correction importante au niveau des marchés boursiers américains. Et là, encore une fois, je ne veux pas tomber dans les prédictions. Je ne veux pas vous dire de ne pas investir puis de juste attendre à une correction. Moi-même, je ne le fais pas. Quand je vois des opportunités comme UPS puis Bristol Myers, je saute dessus. Même si je garde en tête la probabilité que si les taux d'intérêt ne descendent pas autant que prévu, il y ait effectivement une baisse importante du côté des indices boursiers. Mais bref, je ne sais pas quand ça va se produire. En fait, je ne sais même pas si ça va se produire, mais je voulais quand même vous présenter cette possibilité-là. Et je vais terminer l'épisode là-dessus, question de vous laisser mûrir tout ça, de décanter mes derniers propos. Et si vous voulez rester à l'affût des plus récents résultats financiers, des données économiques, les dernières nouvelles par rapport au marché boursier, je vous invite à me suivre sur Instagram, cherchez AlexTraders360 tout collé, puis vous allez pouvoir à ce moment-là consulter mes stories, puis j'essaie d'en poster au moins une par jour dès qu'il y a quelque chose de pertinent. Des fois, j'en pose plus, dépendamment de tout ce qui se passe sur la bourse ou dans l'actualité. Mais bref, ça vous permet de rester plus à l'affût en attendant le prochain épisode du podcast. Et pour conclure, je vous remercie encore une fois pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.